Je vais vous présenter la révolution des œillets, qui a duré de 1974 à 1976. Donc c'est une révolution pacifique au Portugal, qui résultera par le rendement du régime salazariste et la démocratisation du pays et la décolonisation de l'empire colonial portugais. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, l'Estado Novo dirige le Portugal. Depuis 1926. C'est une dictature militaire dirigée de 1933 à 1968 par António de Oliveira Salazar, donc celui que vous voyez là, et par Marcelo Caetano. Vous pouvez passer à la prochaine. Donc voilà, vous pouvez encore passer à la prochaine. Donc les 5 piliers de l'idéologie de l'Estado Novo sont Dieu, la famille, le travail, la patrie et l'autorité. Donc en résumé, on peut considérer ça comme les 3 F, donc le fado, le chant traditionnel portugais qui va être utilisé comme outil de propagande, le football avec le Benfica qui va remporter plusieurs fois la Coupe d'Europe, donc il va ainsi promouvoir, on va dire, le régime, et le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima parce que le régime prône une idéologie sociale catholique et assez intégriste. Donc vous pouvez passer. Donc début des années 60, pardon, le régime est affaibli par ses colonies, donc l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, Sao Tomé et Principe et la Guinée-Bissau. On voit des mouvements indépendantistes prendre de l'ampleur. Vous pouvez passer. En 1972, Antonio de Spinola, qui est chef des forces armées en Guinée-Bissau, essaie de convaincre Marcelo Caetano de mettre fin aux guerres coloniales qui sont, selon Spinola, perdues d'avance. Et ce dernier va refuser les propositions de Spinola et se mettre quasi toute l'armée à dos, enfin du moins les troupes coloniales, qui étaient le principal soutien du régime avec la police secrète. Vous pouvez passer à la prochaine. Donc en plus de ça, en 1973, des officiers vont s'allier pour lutter contre un décret facilitant le recrutement d'officiers en Afrique, désacralisant ainsi la fonction d'officier, et ce qui est une forme aussi totale d'irrespect envers les officiers de carrière présents à ce moment-là. Et c'est la création du coup du mouvement des forces armées, ou MFA, qui met en avion comme principale conviction les 3D, donc la démocratisation, la décolonisation et un développement économique. Vous pouvez passer. La même année, Spinola, alors vice-chef des armées, va se rapprocher du MFA en cherchant à unir toute forme d'opposition au régime et attendre la sortie de son livre qui déstabiliserait beaucoup la dictature. Donc le 22 février 1964, le livre de Spinoza, donc Le Portugal et son avenir, sort. Il déstabilisera fortement le régime tout en évitant la censure parce qu'il ne parle pas explicitement du régime et de son idéologie, mais il parle surtout de démocratisation et d'un plan de redynamisation du pays et d'une structure fédéraliste pour les colonies qui conduirait à une potentielle autonomie et indépendance des colonies. Et ce livre va inciter beaucoup de gens réticents au régime, civils comme militaires, à sortir de l'ombre et à peut-être s'engager dans l'opposition. Vous pouvez passer. Donc la tentative du coup d'État de 16 mars 1974. Donc dès mars 1974, Spinoza démissionne de son poste de vice-chef des armées. Et un groupe d'officiers va alors décider d'agir. Et 200 militaires seront arrêtés. Donc ça laissera le temps au général d'organiser un autre coup d'État avec le MFA. Vous pouvez passer. Donc le coup d'État du 25 avril 1974. Le 25 avril 1974, la radio va diffuser Grandola Villa Morena. C'est une chanson de Zeca Alfonso qui est mise dans le pays. Et cela va annoncer le départ des militaires du MFA vers les plans stratégiques du pays. Et en quelques petites heures, ça suffira pour que le pouvoir s'effondre. Et pendant le putsch, des milliers de Portugais vont descendre dans les rues, malgré la radio du MFA. Et la PID, la police secrète, va tirer dans la foule, faisant 4 morts qui seront les seules victimes de cette révolution. Donc c'est une révolution monde, voire pacifiste. Et Marcelo Caetano est retranché dans la grande caserne de gendarmerie de Lisbonne. Et il craint que le pouvoir ne tombe aux mains de MFA qu'il considère comme un mouvement communiste. Donc il accepte de se rendre, mais à une seule condition, c'est de léguer le pouvoir à Spinoza. Et ce dernier sera exilé vers le Brésil. Donc aussitôt le pouvoir aura été légué, qu'une junte de généraux va être créée, la junte de salut national ou JSN,
composé de militaires dont Espinola, pardon. Spinola. J'arrive pas avec son nom. Tous les prisonniers portugais seront libérés et Mário Soares, qui est le dirigeant du Parti socialiste portugais, rentrera au Portugal le 29 avril, après 4 ans d'exil en France. Donc, d'ailleurs, on se demande pourquoi c'est la révolution des œillets, mais le 25 avril, justement, il devait y avoir un restaurant qui allait ouvrir dans le centre-ville. Ils allaient donner des fleurs à chaque client et des œillets. Et du coup, la propriétaire du restaurant avait quand même un sacré bloc d'œillets dans les bras, et elle a décidé d'en donner à un soldat. Et c'est pour ça que du coup, ils ont mis la fleur dans le canon. Voilà. D'accord. Vous pouvez passer. Donc le pays sera suivi d'un an de décolonisation et de démocratisation, avec le 10 décembre 1974, la déclaration d'indépendance de la Guinée-Bissau, qui sera le premier pays à... Ah mince. Oups, j'ai oublié cette diapositive. Bah, vous pouvez passer encore. Vas-y, continue. Alors j'avance, ouais. Vas-y. Oui, voilà. Donc le 10 décembre 1974, la déclaration d'indépendance de la Guinée, suivi du Mozambique le 25 juin 1975, le Cap-Vert le 5 juillet 1975, après il y a l'archipel de Sao Tomé et Principe au large du Gabon, le 12 juillet 1975, et pour finir l'Angola, le 11 novembre 1975. Donc, le 25 avril, c'est aussi un jour férié maintenant au Portugal, jour de la liberté, et le pont César à Lisbonne va être renommé le pont du 25 avril en mémoire de la Révolution. Et il y a un mémorial juste là, qui va être érigé en mémoire de cette révolution. Ok, tu as terminé? Vous pouvez passer. Ouais, vous pouvez passer. Vas-y. Et voilà mes sources. Ok, super. Bon, c'était très bien, Barthélemy. C'était super. J'ai deux questions à te poser. Alors, quel est le parallèle qu'on peut faire avec l'Espagne franquiste? Bonne question. C'est tous deux des régimes autoritaires basés sur le social-catholicisme, on va dire, déjà. Ouais. Et ils prônent à peu près les mêmes valeurs, donc travail, famille, patrie. Ouais, surtout, Et quel ils est le, utilisent tous les deux des polices secrètes et font appel à la censure. quel est le rôle prépondérant aussi que joue un autre acteur Ah, il y a les États-Unis aussi. Oui, non, non, je parlais d'un acteur intérieur, hein, une institution qui est très présente dans les deux. Ouais, je sais pas. Bah, oui, oui, tout à fait, Ah oui, l'Église catholique. Oui, c'est l'Église catholique. Elle repose, tout ça repose sur l'Église catholique, bien sûr. Ok, où est Salazar à ce moment-là, en 74? Parce que ça, à un moment, je l'ai perdu de vue. Spinoza? Oui. Spinoza, pardon, en 1974, il va écrire son livre, Le Portugais son avenir. Et il Non, est mais vice-chef des le armées. dictateur, il est où? Ah, le dictateur? Oui. Marcelo Caetano, bah, il est toujours là. Mais il n'y avait pas Salazar au début? Salazar, il est mort en 1968, justement. J'ai oublié de le dire. Il va Eh ben diriger oui. le pays jusqu'en 1968. Ouais, c'est vrai que tu nous as pas dit qu'il était mort. Donc, Oui, il du est mort coup, d'un accident. alors on n'était pas inquiet, hein, mais quand même. Oui, du coup, c'est Marcelo Caetano qui lui a succédé. Si, je l'avais dit D'accord. au début. Mais j'ai pas, Bref. tu vois, j'ai pas relevé, donc je sais pas les autres, mais moi j'ai pas relevé. Bon, peut-être que ça a saccadé, on va dire que vu les circonstances, on va rien dire. Ok, c'était très bien sinon, Bartin, ton diaporama, enfin ton discours, c'était clair, c'était précis. Ok, alors, donc aujourd'hui, je vais vous faire un exposé sur la Révolution des œillets de 1974. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Donc, pour commencer, je vais vous parler du contexte général, puis je vais vous présenter un petit peu qui était Salazar. Ensuite, la dictature nationale, le coup d'État de 1974, autrement appelé la Révolution des œillets, la transition démocratique qu'elle a engendrée. Ensuite, je vous ferai une conclusion et je vous présenterai mes sources. Très bien. Allez.
Donc pour commencer, il faut savoir que de 1926 à 1974, le Portugal est dirigé d'une main de fer par António Oliveira de Salazar, le président du Conseil des ministres. Donc la dictature salazariste maintient le pays dans le sous-développement. Le multipartisme y est interdit, la presse est censurée et les opposants pourchassés par la police politique. Vous pouvez passer s'il vous plaît. Merci. Donc António Oliveira de Salazar est né en 1882 au Portugal et mort en 1970 au Portugal également. Donc il est issu d'une modeste famille rurale, à la fois catholique et conservatrice. Il fait cependant de grandes études et se hisse parmi l'élite du pays. C'est également à cette époque qu'il fait ses premiers pas dans la politique, donc une politique dès lors extrémiste et pro-catholique. En 1926, un coup d'État militaire met fin au régime parlementaire, c'est la dictature nationale. Cependant, la crise économique et militaire ne parvient pas à être solutionnée et le Portugal décide alors de mettre Salazar au poste de ministre des Finances. En un an, il procède à un redressement financier spectaculaire et il assoit ainsi son pouvoir grâce aux crises du pays. Donc 2 ans plus tard, il gère non seulement les finances du Portugal, mais aussi celles des colonies d'Afrique. Vous pouvez changer la diapo. Merci. Donc tout d'abord, la Première République, instaurée à Lisbonne par la Révolution des 4 et 5 octobre 1910, a fait brutalement sombrer le Portugal dans un régime ultra-laïque et violemment anticlérical, qui plus est instable et impuissant quant à la modernisation du pays. Donc au début des années 1920, l'économie portugaise connaît de profondes crises, telles que l'insolvabilité, le chômage, l'effondrement monétaire et l'inflation. L'armée veut mettre un terme à l'instabilité du pays par le coup d'État du 28 mai 1926. La période qui en découle est appelée dictature nationale. Donc en 1928, le général Oscar Carmona devient président de la République portugaise et le 18 avril 1928, il place un professeur d'économie de l'université de Coimbra au poste de ministre des Finances, donc c'est António Oliveira de Salazar. Celui-ci entame de profondes réformes pour stabiliser la situation économique et sociale du Portugal. Dès lors, il est perçu par l'opinion publique comme l'homme de la situation. Salazar ne cache ni son programme ni ses ambitions, il est clairement opposé au communisme, au capitalisme, au libéralisme, et il rêve de rendre au pays sa grandeur d'autrefois. Il souhaiterait presque restaurer l'empire colonial portugais. Le 5 juin 1933, le général Carmona le nomme Premier ministre. C'est alors qu'il met en place l'Estado Novo, un régime autoritaire conservateur, catholique et nationaliste qui promulgue l'anticommunisme, le paternalisme ainsi que le cléricalisme. C'est un régime à l'opposé de la Première République. Donc taillé sur mesure pour et par Salazar, l'Estado Novo est un régime avec une gouvernance autoritaire. L'opposition n'a pas de reconnaissance officielle, elle est muselée et le pouvoir exécutif, le Conseil des ministres, a toute autorité sur le pouvoir législatif, donc le Parlement et la Chambre corporative, sans avoir à lui rendre de compte en cas de désaccord. Donc l'argent et les colonies sont gérés par les lois érigées par Salazar à travers l'Estado Novo. Le nouveau régime s'appuie sur les piliers traditionnels du pays avec comme devise Dieu, patrie et famille, appuyé sur l'armée et l'Église catholique, ayant pour instrument un parti unique et une police politique omniprésente, la PIDE. Donc pour autant, l'absence de culte de la personnalité, de volonté de transformation sociale et de construction d'un homme nouveau distingue le régime des régimes nazis et fascistes. Le Portugal reste d'ailleurs, comme l'Espagne de Franco, à l'écart de la Seconde Guerre mondiale. On dira par dérision que la devise de l'Estado Novo était Fado, Fatima et football. Donc ensuite, en ce qui concerne les guerres coloniales, le Portugal est le dernier pays européen à conserver les colonies en Afrique, alors que tous les autres ont achevé leur processus de décolonisation. Les conflits éclatent en Angola en 1961 et se poursuivent jusqu'à la Révolution des œillets en 1964. Donc tout au long du conflit, l'armée portugaise doit se mobiliser, et donc mobiliser de plus en plus d'hommes, ce qui oblige le gouvernement à imposer le service militaire d'une durée de 4 ans. Ce sont des membres de l'armée coloniale qui sont à l'origine de la Révolution des œillets. Donc le Portugal connaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une très forte émigration, principalement vers la France et vers le Brésil. Cette émigration est en partie contrôlée par l'État, pourtant, parmi le million de Portugais qui quittent le pays, 450 000 émigrent clandestinement. La plupart cherchent du travail en France, mais de nombreux Portugais fuient la dictature, notamment tous les opposants politiques ou le service militaire, pour éviter d'être envoyés combattre en Afrique. Donc, vous pouvez changer de diapositive. Merci. Donc, depuis 1926, le Portugal est soumis au régime autoritaire de l'Estado Novo, dirigé depuis 1968 par Marcelo Caetano, qui a succédé à António Oliveira de Salazar,
resté au pouvoir de 1933 jusqu'à son accident en 1968. Donc, toutefois, le régime est affaibli par de nombreux problèmes. D'abord, il ne réussit pas à développer le pays puisque c'est l'un des plus pauvres d'Europe. Ensuite, une grande partie de la population rejette de plus en plus le conservatisme moral et le manque de liberté. Enfin, depuis février 1961, en Angola, le régime a déclenché des guerres de pacification visant à maintenir la colonisation portugaise face aux révoltes indépendantistes. Mais l'enlisement des Portugais après plus de 10 années de guerre font de plus en plus de victimes, surtout au niveau des jeunes. Les guerres coloniales deviennent aussi l'une des raisons majeures de la révolution. Donc en 1973, le mouvement des forces armées est créé par plusieurs officiers qui tournent le dos au régime. Pour eux, la guerre est source de tous les problèmes, il faut en sortir. Cependant, la fin de la guerre signifie forcément un changement politique. L'idée du coup d'État fait alors surface, mais la majorité favorise un mode légal. Donc le mouvement des forces armées met en avant 3 grands points qui sont la démocratisation, la décolonisation et le développement économique du pays. Donc une première tentative de coup d'État a lieu le 16 mars 1974, cependant c'est un échec et 200 militaires sont arrêtés. Une deuxième tentative se produit le 25 avril de la même année, et le mouvement des forces armées lance alors les opérations pour renverser le régime dictatorial. La diffusion par la radio de Vila Morena, chanson de Zeca Afonso interdite par le régime, annonce le départ des militaires révoltés du MFA pour s'emparer des points stratégiques du pays. En quelques heures, le pouvoir s'effondre, c'est alors que des milliers de Portugais descendent dans la rue se mêlant aux militaires insurgés. L'un des points centraux de ce rassemblement est le marché aux fleurs de Lisbonne, alors richement fourni en œillets. Céleste Cairo, fleuriste, en donne à plusieurs militaires. Certains d'entre eux mettront cette fleur dans le canon de leur fusil, donnant ainsi un nom et un symbole à cette révolution. Celle-ci se veut surtout pacifique et vise à apporter la démocratie au Portugal. Seule la PIDE, police politique, oppose une résistance armée et tire sur la foule, faisant 4 morts, unique victime de cette révolution. Le mouvement des forces armées, lui, n'a pas tiré un seul coup de feu. Vous pouvez passer. Merci. Donc après le coup d'État, le pouvoir est remis à la Junte du Salut National, qui est un groupe d'officiers désignés pour maintenir le gouvernement du Portugal en avril 1974, après que la révolution des œillets a renversé le régime dictatorial de Salazar. Cette junte prend le pouvoir le 26 avril 1974 à 1h30 du matin. Elle le quitte en avril 1976, soit après 2 années, appelé processus révolutionnaire en cours. Le mouvement des forces armées, à l'origine du coup d'État, avait planifié la formation de cette junte dans son programme. Le but était d'assurer le pouvoir politique jusqu'à la formation d'un gouvernement et ainsi d'éviter un effondrement immédiat du régime en attendant la destitution du président. Donc les années qui suivent le 25 avril sont marquées par la démocratisation du pays et la décolonisation. Ces transformations se font malgré des divisions majeures entre les membres du MFA qui souhaitent une révolution radicale et les socialistes et les sociodémocrates qui veulent modérer la révolution. Le pays est pendant 2 ans marqué par une agitation importante appelée le processus révolutionnaire en cours avec des grèves, l'occupation des terres des grands propriétaires et plusieurs tentatives de putsch. Il faut attendre l'adoption de l'actuelle constitution portugaise le 2 avril 1976 et l'élection de Ramalho Eanes à la tête de l'État pour que la situation se stabilise. C'est aussi durant ces 2 années que les colonies portugaises indépendantes deviennent indépendantes suite à un vote le 10 juillet 1974 reconnaissant leur droit à l'autodétermination. Vous pouvez changer. Merci. Donc en somme, le Portugal fut sous l'emprise d'un régime autoritaire qui utilisait la répression et la censure pour maîtriser son peuple. Cette terreur a duré pendant plus de 50 ans et grâce au MFA, ce régime fut renversé sans aucune violence. L'œillet en est le symbole. Aujourd'hui, plusieurs monuments, rues ou places portugaises portent un nom en hommage à ceux qui se sont soulevés contre la dictature. Pour exemple, le pont du 25 avril qui est sur la diapositive, ou encore des rues nommées Avenue de la Liberté ou encore rue du 25 avril. Voilà. Merci beaucoup, Lisa. C'était très très bien. Merci. C'était super. Vraiment top. Donc la démocratie, ça reste un processus fragile. On l'a vu dans ce chapitre,
de nombreuses démocraties ont été renversées par des coups d'État, et même quand la démocratie revient, elle reste menacée par des tentatives de renversement. On le voit, l'instabilité reste très présente, notamment en Afrique, qui connaît une très forte instabilité politique. Rares sont les États en Afrique qui affichent une constante, un système politique constant. Même dans les États réputés les plus démocratiques, comme par exemple le Sénégal, vous voyez que des fois il y a des tentatives de transformation, de corruption au niveau des élections notamment. Puis on retrouve des pratiques de népotisme et autres qui ne sont pas qui ne sont pas réservées uniquement aux démocraties européennes. Le printemps arabe est un exemple? Non. Le printemps arabe est une semi-réussite parce que certes, des dictateurs ont été renversés, donc rappelons-le, la Tunisie, l'Égypte, pour celles qui ont fonctionné, la Libye aussi, le dictateur est tombé aussi. En revanche, en Syrie, le dictateur est toujours en place et la guerre civile est loin d'être terminée. En Libye, pareil. Et en Tunisie, on a un système qui essaie de se remettre et qui est sur la bonne voie. On va pas se mentir. En ce moment, il y a des tenues d'élections relativement démocratiques. En Libye, par contre, c'est une guerre civile avec 2 gouvernements. En Égypte, un dictateur soutenu par un militaire a été remplacé par un militaire. Donc, comme ça, au moins, les choses sont claires. Ok. Et d'ailleurs, c'est là que j'allais en venir dans le point d'après, la tenue d'élections libres ne garantit pas l'application des principes démocratiques. En Russie, par exemple, l'opposition ne peut pas s'exprimer librement. Les médias ne sont pas libres et les opposants sont arrêtés. Même si on dit que les élections sont démocratiques, on le voit bien, c'est compliqué. Le fait de demeurer dans l'Union européenne n'exclut pas non plus des pratiques antidémocratiques, comme c'est le cas de la Hongrie. Petite parenthèse, Viktor Orban, qui est le Premier ministre président de... non, il est président de la Hongrie, a fait voter une loi d'urgence sanitaire compte tenu du Covid-19 qui lui octroie quasiment les pleins pouvoirs. Voilà. Donc on en profite. Il gère quand même vachement bien, Wilhelm. Alors ça, la Russie, oui, non. J'imagine que c'est une blague et je vais te laisser avec ça, Wilhelm. Voilà, c'est une blague, bien sûr. La Pologne aussi a des libertés judiciaires fondamentales qui ne sont pas toujours respectées, alors que nous sommes dans l'Union européenne. Une question de Pablo. La monarchie parlementaire en Espagne, ça s'approche plus de la démocratie que de la monarchie. Monarchie et démocratie ne sont pas incompatibles. La monarchie, c'est un système politique. La démocratie, c'est un moyen d'expression. C'est un régime politique, enfin, c'est même pas un régime politique. Oui, voilà, en Angleterre, en Suède, d'ailleurs, la monarchie, c'est des monarchies constitutionnelles. Suède, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, Danemark, pour Norvège, pour citer la plupart des monarchies. Espagne sont des monarchies constitutionnelles. Japon aussi, bien sûr. Bon, mais je parlais dans l'Union européenne, je restais dans l'Union européenne. Alors oui, je suis d'accord, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, nous sommes d'accord.
Aujourd'hui, même dans nos plus vieilles démocraties comme la nôtre, le fonctionnement des institutions est critiqué par le manque de représentation des citoyens, ce qui entraîne une défiance envers les institutions, le sentiment d'oubli de certains citoyens qui les conduisent vers un populisme opportuniste dans lequel la plupart de certains partis, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, s'engouffrent. D'accord ? Et il faut être très vigilant à l'occasion de crises pour ne pas arriver à une désunion. Voilà. Alors, et par les grands pouvoirs du président sans contre-pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pablo? Que en France, le président de la République, il a pas mal de pouvoirs et que par exemple aux États-Unis, il en a moins et il y a par exemple la Cour suprême, si je dis pas de bêtises, c'est un contre-pouvoir qui peut un peu contrôler le président, non? Non, parce que la Cour suprême aux États-Unis, alors bon, il faut savoir que le président, alors le régime aux États-Unis, c'est un régime présidentiel, complètement présidentiel. En France, on a un régime semi-présidentiel. Savoir que nous avons un Premier ministre, d'accord, hein, donc un exécutif à deux têtes, ok. Alors que ce Premier ministre soit soumis aux décisions du chef de l'État, c'est une possibilité quand, par exemple, il a l'entier soutien, quand le parti au pouvoir contrôle tous les éléments, c'est-à-dire l'Assemblée, le Premier ministre et le président. Mais il arrive qu'il y ait des cas de cohabitation, c'est arrivé 3 fois en France. Bien. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons donc un président qui est seul. Il a quelques ministres, notamment le General Attorney, etc., mais ce sont juste des exécutants. La Cour suprême est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, et il faut savoir que les membres, s'ils sont immortels, sont nommés par le président. Enfin, pas tous, mais le président peut en nommer selon le nombre de décès, etc., qu'il peut y avoir. Oui, alors attends, je vais répondre à ta question après, Pablo. Je finis sur le rôle du président des États-Unis. Le pouvoir du président des États-Unis peut être contrebalancé par le Congrès, à la condition que ce Congrès ne soit pas complètement féodé au président des États-Unis. Là, actuellement, nous avons une Chambre des représentants qui est démocrate et un Sénat qui est majoritairement républicain. Tous les 2 ans, je vous rappelle qu'un mandat aux États-Unis, c'est 4 ans, un mandat de président. Tous les 2 ans, vous avez des midterms, d'accord, des élections intermédiaires qui permettent justement d'équilibrer. Ça, c'est une différence avec, par exemple, la démocratie française où les législatives sont calquées sur les élections présidentielles. Avant, c'était pas le cas vu qu'il y avait 2 mandats de durée différente, 7 ans et 5 ans pour la législature. Donc voilà, donc ça permet de contrebalancer, mais au final, le président des États-Unis a énormément de pouvoir, ok. Et puis il y a moins de les partenaires sociaux sont un peu différents, etc. Donc c'est pas du tout la même manière. Justement, l'interprétation de la liberté d'expression, de la liberté et de la démocratie en général n'est pas forcément la même chez les anglo-saxons que chez nous. D'accord ? Et encore qui reviennent là-dessus. Voilà. Alors, Pablo, parce que nous avions appris
que la France a des défaillances démocratiques par l'abstention, le désintérêt politique et le président qui a pas mal de pouvoir. Oui, c'est ce que on a dit dans cette petite synthèse. Effectivement, il y a des défaillances démocratiques, mais qui sont dues à plusieurs éléments qui fragilisent. Notre système de la Ve République fonctionne bon gré mal gré depuis 60 ans. Donc, elle est fragilisée, notre démocratie en France, par eh bien justement le désintérêt, la démobilisation d'une partie de l'électorat qui ne se sent plus représenté. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur Tocqueville, la tyrannie de la majorité, etc. Et qui donc choisit de se sortir, de devenir une sorte de majorité silencieuse. Puis on a par-dessus ça, effectivement, une remise en question, pour plein de raisons, de la métropolisation, la citadinisation, la mise à l'écart de certains espaces productifs, etc. Qui ça a occasionné les gilets jaunes. Les gilets jaunes, finalement, c'est pas grand monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas grand monde. C'est peut-être 2% de la population qui manifeste, même pas. Mais qui fait beaucoup de bruit parce que la violence est exacerbée. Parce que plein de choses. Et effectivement, on voit très bien que la démocratie touche ses limites parce que vous n'avez pas eu, par exemple, de gens qui se sont identifiés comme leaders. Enfin, dès qu'il y avait un leader, il a été censuré au sein du mouvement des Gilets jaunes parce qu'il n'en voulait pas, parce qu'il rejette complètement cela. Il rejette aussi une partie des élites, hein, on va pas se mentir. Et du coup, forcément, comme ils veulent pas faire une démocratie représentative, ils souhaitent la démocratie directe. Eh bien, c'est pas suivi d'effet vu qu'ils ne se présentent pas. Et quand ils se présentent, ils ont des taux, ils ont des scores très très faibles, extrêmement faibles. C'est la différence sur la démocratie directe et la démocratie représentative. Et je pense que avec tout ce qu'on a fait sur la démocratie, vous devez à peu près voir les avantages et les inconvénients de chacun. Concernant le président qui a pas mal de pouvoir, oui, il y a pas mal de pouvoir, mais il est contrebalancé aussi par celui de l'Assemblée, par aussi l'opinion publique, et qui est capable de le faire reculer, et surtout par la sanction des urnes. Tous les 5 ans, un président remet son titre en jeu. Enfin, remet son pouvoir en jeu. Et tous les 5 ans, et s'il devait y avoir une crise très importante, une crise politique très importante, il pourrait demander aussi à passer par le référendum, comme ce qu'on a pu voir avec Napoléon III, les plébiscites, etc., dans le tronc commun. Ok ? Oh là, je vois que vous avez pas mal divagué sur l'ascension en Angleterre, etc. La liberté d'expression n'est pas entière en Angleterre. Si, justement. Elle est même plus entière que chez nous. C'est-à-dire que les notions de diffamation et d'appel à la haine sont un peu différentes jusqu'à une période relativement récente, c'est-à-dire en gros jusqu'aux attentats terribles de Londres de 2005 et autres. Les prêcheurs les plus extrémistes pouvaient prêcher dans la rue. D'accord ? Parce que c'était toléré. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan a une représentation légale. Donc voilà, nous, on a des limitations. On peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, parce que la loi est là pour limiter. Vous l'avez vu en EMC précédemment.
Et heureusement. Parce que sinon... Alors après, il y a autre chose par-dessus ça. Il y a des lois qui... il y a de l'ordre moral qui... Mais ça, c'est de l'ordre de la morale, justement.